Alors on va revenir déjà sur ce commissariat de la Courneuve, la nuit dernière attaqué au mortier d'artifice, un déchaînement de violence qui intervient 4 jours, je le rappelle, après la mort d'un jeune à scooter lors d'une collision avec un véhicule de police, un refus d'obtempérer. Selon le préfet de police, les jeunes qui ont attaqué le commissariat venaient probablement du même quartier que le jeune Wanis, mort donc après cette course-poursuite avec la police. Écoutez Laurent Nunez. J'ai entendu ici ou là des réactions et des commentaires qui m'ont un peu indigné. Pour certains, qui consistaient à saluer l'action qui avait été menée par les émeutiers. Je trouve ça tout à fait intolérable et surtout qu'il ait fait le lien avec le décès d'un jeune homme mercredi soir, sur la commune d'Aubervilliers, qui était un jeune de la Courneuve dans le cadre d'une opération de police. Donc ces réactions qui soutenaient les émeutiers d'hier soir et qui proviennent évidemment de l'extrême gauche sont des réactions qui visent donc finalement à les encourager, à les inciter à l'émeute, en partant du principe que ce qui a eu lieu à Aubervilliers, c'est un acte de police volontaire. À ce stade, tout démontre le contraire. Il y a une vidéo et il y a des investigations judiciaires qui permettront de faire toute la lumière sur l'affaire. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui pointe du doigt donc les soutiens aux émeutiers venus de l'extrême gauche. Philippe Poutou a par exemple apporté son soutien à une colère légitime après qu'un jeune ait encore été tué par la police. Olivier d'Artigol. C'est un soutien inadmissible. Je constate que cette expression de Philippe Poutou et de quelques autres est extrêmement minoritaire dans le paysage à gauche. Et tant mieux, parce que le préfet de police a les mots qu'il convient. D'abord, c'est bien sûr la mort d'un jeune est un drame, mais un drame involontaire. Le parquet, en tout cas, s'est exprimé. Nous verrons ce que donne l'investigation judiciaire. Et puis surtout, ces situations, moi je le dis systématiquement, les premières victimes de ce qui s'est passé, de ces tirs de mortier, de l'attaque d'un commissariat, ce sont les populations de ces quartiers populaires qui ont besoin de leur commissariat, qui ont besoin d'une police de quartier, de proximité. Ce sont ces familles-là qui sont les premières victimes des agissements avec ces profils qu'on retrouve de très jeunes émeutiers. On avait vu ça en juin dernier, sur lequel les politiques publiques sont en difficulté pour répondre aujourd'hui, pour obtenir des résultats. Gérard Carrérou, sur ce que dénonce Laurent Nunez, ce soutien d'extrême gauche. Je suis d'accord avec Laurent Nunez, si j'ose dire, le préfet de police, et avec Olivier d'Artigol. On commence bien, cher Gérard. Pour dénoncer ce soutien de l'extrême gauche, d'une certaine extrême gauche minoritaire. Bon, ça c'est une chose, mais faut pas que ça nous cache l'essentiel. Moi, d'abord, je suis de ceux qui aiment bien voir ce que l'on voit, comme disait l'autre. C'est-à-dire Peggy. C'est-à-dire que j'aimerais bien d'abord qu'on me donne des chiffres. Parce que j'ai entendu, depuis le petit matin, parler d'une centaine. Une cinquantaine. Et des policiers. Non. Oui. Depuis le petit matin, on parlait d'une centaine d'émeutiers et les fréquences policières. J'ai même entendu sur Europe 1, bien sûr, qui est ma radio de référence. Oui. Et j'ai entendu que les policiers avaient détecté une centaine de personnes. Alors là, maintenant, on a tendance un petit peu à rétrécir l'affaire. On nous dit ils étaient que 50. C'est déjà, on divise par 2. Après, on nous dit c'est pas mal le bilan, puisque sur les 50, puisqu'il serait devenu 50, on en a arrêté 9, dans lesquels il y a 7 majeurs et 2 mineurs. Bon, déjà, ça réduit le nombre. Et on peut se dire, en continuant les courbes, qu'il y en aura 0 qui iront en prison. Donc ça, c'est une première chose. Donc moi, j'ai tendance à voir déjà quelque chose d'important dans le fait, il y a quand même, à l'origine de tout ça, il y a un truc simple, le refus d'obtempérer. C'est-à-dire, un gamin, effectivement, sur un scooter, refuse de se soumettre à une injonction de la police. Ce que dit l'avocat de la victime, c'est que la voiture aurait délibérément détourné sa route pour percuter le scooter. Moi, je fais mon boulot de commentateur. Je n'accepte pas cette idée. Il y a 24 000 refus d'obtempérer en France. C'est le seul pays au monde, en tout cas en Europe, où il y a autant de refus d'obtempérer. Si on accepte l'idée qu'un gamin, même un petit gamin de 12 ans ou 14 ans a le droit de se refuser à ça, c'est la porte ouverte à tout. Mais quelle réponse peut apporter Donc je refuse absolument. Et je trouve normal que les policiers, dans ces cas-là, engagent une procédure de poursuite avec le risque qu'il y a toujours, dans toute poursuite, il peut y avoir un risque d'accident. Référence faite effectivement aux émeutes de Nanterre de l'été dernier, le jeune Naël, donc au genre de cette voiture, refus d'obtempérer là aussi. Faut-il craindre un risque d'embrasement, même si on est au début? On sait très bien que la société française est une cocotte minute, et cette cocotte minute, il y a en effet ce sujet d'une très jeune jeunesse des quartiers populaires,
qui a décroché sur le plan scolaire. Avant, il y avait des amortisseurs sociaux qui existaient. Aujourd'hui, malheureusement, ils ont parfois disparu. Qu'est-ce que vous appelez les amortisseurs sociaux ? Les amortisseurs sociaux, c'est l'éducation populaire, c'est le fait qu'il y ait en bas le gardien d'immeuble et pas l'interphone, qui est l'aide aux cours, qui est la petite épicerie, qui est du contrôle social. Moi, je viens de ces quartiers populaires. Il y a beaucoup de choses qui ont été perdues. Il n'y avait pas plus d'aide aux cours. Mais pour autant, il y a aussi une majorité de jeunes qui vivent dans les mêmes conditions et qui ne se comportent pas ainsi. Donc il faut faire la part des choses et essayer d'apporter à la fois des réponses policières, judiciaires et des réponses éducatives et de l'aide parfois à la parentalité pour ces femmes monoparentales qui travaillent dans des conditions des fois difficiles et qui nous disent parfois à l'antenne, nous sommes dépassés. On en parle évidemment encore avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. Ça vous fait réagir ce sujet. On aura aussi Reda Belhadj, porte-parole d'unité SGP Police, qui était l'invité de Pascal Praud ce matin et qui s'est exprimé sur ce sujet. Il a une idée. À tout de suite sur Europe 1. Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h. Oui, et on revient sur cette violente agression contre le commissariat de la Courneuve. C'était hier soir. Le commissariat a été la cible de tirs de mortiers d'artifice, de projectiles et de cocktails Molotov de la part d'une 50aine d'individus. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h. Vous nous écoutez dans les Yvelines et vous souhaitiez réagir. Alors oui, parce que cette histoire me rappelle quelque chose que j'ai vécu il y a déjà plus de 15 ans en arrière. C'est-à-dire j'étais victime en fait sur le secteur de la Courneuve, sur une nationale qui traverse ce secteur-là. J'étais victime de carjacking et je me suis retrouvée au commissariat de la Courneuve. Je suis restée quelque chose comme 5 heures parce que au passage on m'avait quand même cassé la main. Donc je suis restée quelque chose comme 5 heures avec les policiers. Et aux grandes surprises, en arrivant au commissariat, c'est que il y a déjà plus de 15 ans en arrière, si vous passez devant ce commissariat, ils sont complètement barricadés, les policiers. C'est le monde à l'envers. En fait, c'est les policiers qui sont en protection dans leur commissariat parce qu'ils sont victimes d'attaques régulières depuis des années. Et voilà, donc je suis restée plusieurs heures avec eux. Je me suis retrouvée avec un gamin de 15 ans sur le banc qui avait fait quelques heures au commissariat parce qu'il avait déjà un dossier énorme de voies de fait, de violence et autres. Et on appelait la maman pour lui dire de venir le chercher. Alors la maman, peut-être certainement un peu désemparée, disait aux policiers vous le gardez, j'en veux plus. Vous voyez, c'était un peu ces situations-là que les pauvres policiers ont à vivre au quotidien depuis des années et qu'on a laissé perdurer. Se dégrader. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Valérie, en tout cas pour ce témoignage. Effectivement, il y a 15 ans déjà, cette situation larvée, Olivier d'Artigol, cette dame, Valérie, qui nous dit, voilà, il y a 15 ans, c'était déjà comme ça. Et on entendait tout à l'heure le porte-parole, Reda Belhadj, chez Pascal Praud, qui disait que ces brigades de nuit, ils sont 8 ou 9 seulement dans ce commissariat. Mais Valérie a raison et nous échangeons régulièrement avec Gérard Carrérou sur cette thématique-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exercice de mission, moi j'aime bien dire que ce sont des ouvriers de l'ordre public, ce sont des agents de la paix. J'aime bien ce mot-là aussi. Et les conditions d'exercice du métier sont exceptionnellement difficiles. De mémoire, il y a eu plus de 10 000 démissions l'année dernière. Ce qui est une saignée terrible avec la crise de vocation et sur un métier qui continue à être insuffisamment reconnu et valorisé, il me semble, malgré les efforts de la dernière période. Gérard Carrérou, quelle réponse pour lutter contre cette situation larvée Il n'y a que 2 réponses. Il y a une réponse avant et une réponse pendant et après. La réponse avant, c'est l'école. Moi, j'ai été un prof de banlieue il y a longtemps, dans les années 60. C'était évidemment beaucoup moins dur qu'aujourd'hui, mais ça commençait, on voyait déjà les prémices. Donc, l'éducation, mais ça va prendre 20 ans. On ne peut pas se permettre d'attendre 20 ans avec un embrasement tous les je ne sais combien. J'espère, par exemple, que ce soir, il n'y aura rien de nouveau, qu'il n'y aura pas ce soir, demain, etc., qu'il n'y aura pas répétition des émeutes de juin. Mais je vais vous dire une seule chose. J'ai vécu dans ma vie un seul exemple dans un pays qui était des émeutes de ce type, ce qu'on appelle des émeutes urbaines à composante ethnique, c'est-à-dire avec éventuellement des gens d'une autre religion, etc. C'est aux États-Unis des années 60 aux années 2000. Aux années 60, c'est le moment Luther King, etc., les Noirs américains. Chaque fois qu'il y a un accident, même de voiture, un blanc qui traverse un ghetto noir, écrase un petit garçon ou le blesse, émeute le soir même,
des pillages, etc. Et ça a duré comme ça. La garde nationale, dans tous les États, la garde nationale, c'est ce qui se rapproche quand même de notre armée. La garde, parce qu'à un moment donné, la police ne suffit plus. La garde nationale est intervenue. Ça a duré pendant 40 ans. Il y a eu des morts, ça a été très dur. Aujourd'hui, même dans les pires périodes, il y a encore des incidents aux États-Unis. On l'a vu au moment de MeToo, etc. Dans les banlieues américaine, mais il n'y a plus ce déferlement, il n'y a plus ces morts, parce qu'on respecte les lois. Et tant qu'on ne reviendra pas au respect dans nos communautés des lois, toutes nos communautés, y compris les Français d'origine ou pas français, peu importe, ils sont en France, la loi. Mais c'est un peu compliqué quand même de comparer effectivement la France et les États-Unis. Oui, mais c'est toujours compliqué. Mais quand on ne veut pas trouver de solution, on refuse les comparaisons. Je vais vous faire écouter une réflexion de Reda Bellage, donc le porte-parole de l'unité SGP Police, qui était l'invité ce matin de Pascal Praud, à propos des influences concernant cette jeune génération. Écoutez-le. C'est un jeu. À partir du moment où il n'y a pas de répression, c'est un jeu. Je sais pas si j'ai le droit d'utiliser ces mots-là, mais en fait, là, nous, les gamins, moi, à mon âge, on joue à Tomb Raider. Je sais pas si vous connaissez les jeux. Aujourd'hui, je joue à GTA. Voilà. Donc GTA, je sais pas si vous voyez, en fait, vous allez jamais en prison, vous pouvez tuer des policiers, vous pouvez tuer des passants, et en fait, vous avez tellement de jeunes qui jouent à ces jeux-là, en fait, on a l'impression qu'on se retrouve dans GTA, tout simplement. Et si jamais on les arrête pas tout de suite, vous avez des groupes qui se forment. Et à ce moment-là, ils s'attaquent, après le commissariat, s'ils n'arrivent pas à rentrer, ils s'attaquent aux véhicules de police. Ensuite, ils s'attaquent aux véhicules des particuliers qui, eux, n'ont rien demandé. Et puis, bien sûr, on a eu des feux de poubelle. Voilà, des feux de poubelle, les jeux vidéo, l'influence, Olivier d'Artigol. C'est très bien décrit sur deux dimensions. D'abord, ces jeunes dont le champ social est l'écran du smartphone. Avec des processus terribles aujourd'hui qui sont analysés par des psychologues de l'enfance ou de l'adolescence, et le phénomène de groupe, c'est-à-dire la sociabilisation se fait à l'échelle de groupes qui fonctionnent pareil, dans un entre-soi terrible, sans possibilité. Je sais pas, moi j'avais la chance d'être de la génération où on partait en colonie de vacances. Oui, c'est ça. Mais ça, c'était avant. Ah oui, mais c'était. Parce que quand on voit les colonies de vacances, il y en a quand même de moins en moins. Mais n'empêche, ça nous permettait de quitter le quartier, de voir, il y avait un brassage. Là, il y a véritablement un entre-soi. Le quartier devient l'horizon indépassable et l'imaginaire est un imaginaire de violence avec les réseaux sociaux. Donc il y a toutes ces problématiques-là qui se nourrissent les unes les autres dans des processus délétères aujourd'hui et compliqués.